Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie d'Irena Banas, chef gourmande en cuisine crue et végétale et aromatologue. Tu es également l'auteur du livre Cuisine crue aux éditions Marie-Claire. Bonjour Irena, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Benjamin, avec plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à devenir chef en cuisine crue? Oui, bien sûr. En fait, j'ai toujours aimé cuisiner et surtout cuisiner pour mes amis. Organiser des événements, tu vois, et puis les inviter à manger le soir, c'était vraiment une passion pour moi. Et de plus en plus, je m'oriente vers la cuisine végétale pour des raisons éthiques à la base. Et puis bon, je commence à être végane, mais je sens qu'il manque quelque chose à mon corps. Et je découvre Irène Grosjean, qui est ce qu'on appelle la papesse du cru en France, qui est naturopathe aussi, et elle organise des stages de cuisine crue. Donc ma curiosité me pousse à aller faire un stage avec elle, mais à la base j'y allais vraiment juste pour avoir de nouvelles recettes, pour vraiment ce côté challengeant aussi de comment on peut cuisiner vraiment cru. J'assiste à ce stage et pendant 5 jours, je découvre qu'on peut manger 100% cru, qu'on n'a pas faim, que ça nourrit, et en plus que ça fait du bien au corps. Et étant une grosse migraineuse depuis que je suis toute petite en fait, je faisais énormément de crises de migraine et rien n'arrivait à soigner ça. Là, en 5 jours de stage, j'ai eu aucune crise de migraine. Et pour moi, c'était révolutionnaire parce que on mange, on s'amuse et en plus on a pas mal à la tête. Enfin, c'était juste magique. Donc, je peaufine un peu mes recherches autour de cette alimentation et je me rends compte que ça va répondre en fait à plusieurs de mes passions, c'est-à-dire le fait de soigner les gens, parce que j'étais déjà aromatologue depuis une dizaine d'années. Donc soigner les gens, en plus on se fait plaisir parce qu'on cuisine. Il y a le côté challengeant et curieux de qu'est-ce qu'on peut vraiment cuisiner de manière presque gastronomique avec ces aliments. Et puis on fait du bien aussi bien à l'esprit qu'au corps. Donc là, je me suis dit allez go, je fonce là-dedans et je me forme à la cuisine végétale et crue. Alors avant de découvrir le cru, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça? Qu'est-ce que tu te disais avant de découvrir ce stage et Irène Grosjean? Qu'est-ce que tu pensais du cru? Est-ce que tu avais des a priori à ce niveau-là? J'entendais pas mal parler du cru sur les salons bio. Il y a quelques marques qui parlent, voilà, nos produits sont crus. Donc je savais que c'était meilleur pour la santé. Mais je n'avais pas été plus loin dans ma réflexion. Parce que pour moi, manger cru, moi je mangeais déjà beaucoup de fruits et légumes. Depuis toujours, j'adore les smoothies par exemple. Donc on met plein de fruits dans son blender, on mixe tout ça. J'avais un bon blender depuis quelques années déjà. J'avais un extracteur de jus chez moi. Donc manger cru à 100%, je voyais pas l'intérêt. Parce que je considérais que je mangeais déjà bien en fait. Et c'est vraiment pendant ce stage où je me suis rendu compte que en fait on peut aller plus loin finalement. Et c'est vrai que côté appréhension, il y avait aussi ce côté où moi j'étais éduquée par il faut manger tout régulièrement. Il faut pas manger trop de fruits parce que si tu manges par exemple en entrée, ça va être un demi avocat ou un demi pamplemousse parce que sinon tu auras plus faim pour manger le reste. Sauf qu'avec cette manière d'appréhender le cru, on se rend compte que si on mange un avocat entier, même 2 avocats entiers et que ça nous nourrit, c'est très bien en fait. Et qu'on n'a pas besoin de manger le reste derrière. Alors en fait, il y a eu plusieurs transitions dans ton alimentation. Ouais. Tu disais que tu étais d'abord passé au végétal dans un premier temps, ouais, puis après au cru. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu des difficultés lors de ces transitions? Ça s'est passé comment pour toi? Alors, quand je mangeais traditionnel, on va dire ça comme ça, intuitivement, j'ai baissé ma consommation de viande. C'est-à-dire que déjà, quand je sortais ou que j'allais à l'extérieur, évidemment chez moi aussi, dès que je pouvais manger végétarien, je préférais. C'était vraiment, je demandais toujours l'option végétarienne. Ça faisait déjà quelques années. Et puis un jour, en fait, j'ai hébergé en couchsurfing un couple de véganes, donc véganes, 100% véganes. Et là, je leur ai dit que j'étais végétarienne, mais pas végane. Et ils ont été choqués parce qu'ils se sont dit, mais comment tu peux être végétarienne pour l'éthique et continuer à consommer des œufs, du lait, alors qu'on sait à quel point ça fait du mal aux animaux. Et c'est vrai que j'avais pas forcément fait le lien à ce moment-là en tout cas. Et mon prénom en plus qui veut dire la paix, c'est vrai que c'est une notion très importante pour moi, j'y tiens vraiment beaucoup. Et là je me suis dit mais non, c'était une prise de conscience en fait, je peux pas rester à consommer du lait alors que je sais que c'est fait dans des conditions atroces en fait. C'est pas la vache du voisin là, c'est vraiment de mauvaises conditions. Et donc là, du jour au lendemain, en fait, j'ai arrêté complètement. Donc c'était assez drastique, mais c'est ma manière de faire aussi souvent. Donc voilà, je suis passée comme ça 100% végane. Et pendant quasiment 1 an, en fait, j'étais 100% végane. Ça allait très bien, il n'y avait aucune difficulté parce que comme je le voulais, j'avais pas de problème avec ça. Par contre, ce qui a été dur, c'était en effet de sentir pas des carences, mais qu'il manquait quelque chose vraiment,
qu'il me manquait des choses. Et c'est là, en fait, où est arrivé le stage au très bon moment. Parce que pile à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à découvrir le cru. Et là, ça a répondu, en fait, à cette carence que je ressentais en moi. Et donc, en rentrant chez moi, typiquement, j'ai vidé tous mes placards. J'ai gardé tout ce qui était cru chez moi. Tout le reste, je l'ai donné à des amis qui le voulaient. Et là, je suis passée vraiment à 100% cru. En fait, au moment du stage, hein, clairement, ça a été ça. Au début, ça a été très facile. Aucun souci, parce que pareil, je le voulais, j'étais contente, je m'amusais. Ce qui a été difficile, ça a été au moment des fêtes de Noël, où là, je suis retournée dans ma famille. Et ma famille en Slovaquie, qui typiquement mange très gras, très sucré, très... voilà, c'est du lard en permanence. Enfin, c'est vraiment des choses pas véganes du tout. Et là, le choc des cultures, en fait, a été très difficile. Parce que quand je suis arrivée, moi, je dis, mais voilà, je suis crudivore, maintenant, je mange des fruits et légumes, je suis heureuse, je vais bien, j'ai plus de migraine, tout va bien. Sauf que ma famille l'a pas accepté du tout. Et que pour eux, rejeter leur nourriture, c'était rejeter leur amour. Donc ça, j'ai mis quelques temps avant de comprendre vraiment que ça allait jusque-là, mais ça a été très compliqué pour eux. Et en fait, en refusant leur repas, en refusant de manger ce que, par exemple, ma grande-tante avait préparé, je sais que ça l'a blessée profondément. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas, en fait. Enfin, à quel prix, en fait, je fais passer ma santé. Enfin, ça a été beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de conflits aussi. Et à terme, en fait, de ces vacances, je me suis dit, non, mais sers-moi ce que tu as envie de me faire. Si on peut enlever la viande, je préfère quand même. Mais voilà, ne te prends pas la tête pour moi, ne te complique pas la vie, on va s'arranger, quoi. Et maintenant, c'est un peu le deal. Je sais que quand je vais en Slovaquie dans cette famille, voilà, je m'adapte à ce qu'ils préparent à manger. Dès que je peux sauter un repas, je le fais. Mais voilà, je m'adapte, quoi. Donc en fait, ces changements, ils peuvent créer quelques conflits, quelques réactions de l'entourage. Mais alors il y a comme tu en parlais, il y a des moyens qu'on peut avoir pour, disons, apaiser ces relations et, disons, avoir des convictions et les incarner par son alimentation, par son hygiène de vie, tout en restant ouvert aux autres et ouvert dans ce qu'on nous apporte. Oui, parce que le moment du repas, c'est quand même un moment de partage, d'échange. La personne a passé du temps à cuisiner et comme je disais, elle partage son amour en fait. Et il y a des personnes qui quasiment en fait ne savent faire que ça finalement, cuisiner. C'est leur façon de dire je t'aime. Et refuser ça, c'est hyper violent pour eux. Et de par cette notion de paix justement et de partage que j'ai envie de communiquer, je peux pas en fait rentrer dans une guerre à ce niveau-là. Donc oui, il y a des astuces que moi j'utilise. Je sais que clairement, avant chaque repas, je mange mon fruit, et même quand je suis en Slovaquie. Et c'est ma façon de dire aussi, là je bois mon jus, je mange mon fruit, et après je mange ce que toi tu m'as préparé. Comme ça, tout le monde est content, et on apaise aussi les conflits. Ouais. Alors, pour revenir sur le cru, pour les personnes qui connaissent peut-être pas les intérêts du cru, et puis toi, dans ton parcours, ça t'a vraiment servi dans ton parcours de guérison, puisqu'en fait, comme tu disais, tu avais beaucoup de migraines, et puis elles ont disparu dès que tu as changer ton hygiène de vie. Est-ce que tu pourrais parler du cru et de quel intérêt ça a pour le corps, en fait, à tes yeux? Alors, à mes yeux, en fait, on va manger surtout donc des fruits et des légumes, oléagineux, graines germées, des algues. Tous ces aliments sont considérés comme hypotoxiques. Alors, c'est un mot un peu barbare, je trouve, et pas très sexy, pas très gourmand, justement. Mais ça veut dire que tous ces aliments, en fait, ne vont pas créer de déchets dans le corps. C'est-à-dire qu'ils vont nous nourrir, et en plus, ils vont aider à nettoyer notre corps, à le reminéraliser. Typiquement, quand on va manger tout ce qui est pain, pâtes, du riz, tout ça, ça fait de la colle dans le corps. Et ça va encrasser le corps. J'aime bien prendre cet exemple. La muraille de Chine, elle est faite avec de la colle de riz. La muraille de Chine, elle tient très bien. Donc, ce que nous, on va ingérer, notre corps, il va pas être capable, en fait, de tout digérer. Donc, il va stocker une partie. Et ça va créer, par la suite, en fait, des maladies ou des choses un peu gênantes. Et puis il y a une autre famille, ça va être tout ce qui est sucre, donc tous les sucres raffinés bien sûr, pas les sucres des fruits, sucres raffinés, viande, toutes ces choses-là qui elles vont créer plutôt des douleurs dans l'organisme. Et pareil parce qu'on va pas réussir en fait à tout digérer dans notre corps. Alors que quand on mange les fruits et légumes, là il y a plein de minéraux, il y a plein de nutriments, il y a plein d'enzymes et tout va rester vraiment très digeste. Voilà. Et alors, est-ce que c'est difficile de passer en cru? C'est difficile, oui et non. En fait, ça dépend pourquoi on le fait déjà. C'est-à-dire qu'il faut pas le faire parce que c'est une mode ou parce qu'on entend parler de, je sais pas, je pense au céleri, au challenge du céleri, par exemple, le jus de céleri où tout le monde à un moment donné s'est mis à consommer du jus de céleri. Oui, c'est super bon pour la santé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait parce que c'est une mode et qu'on veut faire comme tout le monde?
Ou alors est-ce qu'on va se forcer et qu'on n'aime pas ça? Ou est-ce qu'on le fait par conviction et parce qu'on sent que ça nous fait du bien en fait? Et je pense qu'à partir du moment où on veut quelque chose, forcément ça va bien se passer. Après, il y a des manières de le faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même système digestif à la base, on n'a pas tous le même ADN, enfin la même vie. Donc il faut s'adapter à chacun et il y a des manières en fait de passer au cru. Moi bon, je suis passée à 100% cru radical, mais voilà, c'est ma manière de fonctionner, ça a bien marché. Maintenant, j'accompagne d'autres personnes aussi où je vais leur conseiller de, par exemple, manger un fruit avant chaque repas. Ça va être la base vraiment que je conseille à tout le monde. Manger le fruit en premier parce que ça va être le plus digeste, quitte à manger ce qu'on aime après. Donc faut surtout pas se priver, parce que si on se prive, la frustration, le cerveau il aime pas, et donc il va après compenser d'une autre manière, et c'est vraiment pas ce qu'on recherche avec cette alimentation-là. Donc il y a vraiment un ordre dans lequel on peut manger les choses, et ça va tout changer pour le passage au cru. Donc l'idée c'est de se nourrir avant de se remplir. Exactement. Et donc pour le cru en fait, donc avec ce que tu nous partages, l'idée c'est d'essayer de découvrir et puis de voir par l'expérience que ça fait pour nous, pour notre corps, et de garder en fait si c'est bon, quoi, toujours dans l'idée de découvrir quelque chose de nouveau et puis l'intégrer dans son quotidien si ça fonctionne. Exactement. Et alors, à quoi ça ressemble une alimentation crue? Parce que on parle du cru, mais à quoi ça ressemble en fait? Ça ressemble, ça dépend des jours. En fait, c'est une alimentation qui est très simple. C'est-à-dire que on va pouvoir manger en abondance les fruits et légumes qu'on aime. Typiquement, le matin, je me lève, je sais pas ce que je vais manger, je vais être attirée par un fruit, je vais le manger. C'est-à-dire, je vais peut-être avoir envie de banane, en ce moment, ça c'est des abricots, des nectarines. Je vais en manger, et en fait, je vais voir à l'instinct ce dont j'ai besoin. Et en fonction de ce dont j'ai besoin et ce qui m'attire, je sais que c'est ce dont mon corps a besoin. C'est-à-dire, je vais peut-être manger un abricot ou 10 abricots. C'est pas grave, en fait. Parce qu'en fonction des jours, mes besoins, ils vont changer. Et on dit souvent que peu importe l'aliment qui nous attire, forcément, il a ce dont notre corps a besoin. Donc, en fait, il faut vraiment se faire confiance. Et puis, en fait, quand on mange des fruits, on est rempli, on est très nourri. Finalement, c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que je suis une grosse mangeuse à la base. Et j'avais peur d'avoir faim, en effet. Mais quand on mange des fruits comme ça, moi, j'adore les smoothies, les salades de fruits. Donc, c'est très facile et très classique, finalement. Mais on redécouvre la saveur du fruit, on découvre la saveur, finalement, de la nature. Et c'est un retour à la terre aussi qui m'est très, très cher. Mais voilà. Après, évidemment, en tant que chef de cuisine, forcément, il y a des recettes beaucoup plus travaillées. Même quand je suis traiteur, il y a des recettes vraiment forcément, il faut que ce soit pour un mariage, par exemple, ou d'autres événements, où là, on va rechercher plus un côté gastronomique. On va faire d'autres mélanges, en fait, et en fonction de la texture aussi du fruit et légumes, la découpe, on peut utiliser la déshydratation aussi. Donc la déshydratation va permettre d'avoir d'autres textures encore, d'autres choses pour vraiment rendre le plat joli. Parce que s'il est joli à la vue, déjà, on le rend meilleur au goût. Pour donner quelques exemples, on peut renvoyer vers ton livre qui s'appelle Cuisine crue aux éditions Marie-Claire, où il y a plusieurs recettes différentes, que ce soit de dessert, je te laisse en parler, parce que c'est toi qui l'as connu de toi. Alors, j'ai vraiment écrit ce livre, en fait, pour démocratiser cette alimentation saine. Mon but, c'était de rendre gourmands les fruits et légumes, les rendre plus sexy qu'on a peut-être l'habitude de les connaître dans la simple salade de carottes ou salade de tomates que tout le monde connaît, et de montrer qu'on peut faire plein d'autres choses de manière très simple. Donc, tu le connais, t'as vu, il y a très peu d'ingrédients à chaque fois, les recettes sont courtes, et c'est vraiment ce que je recherchais, parce que quand on arrive avec un nouveau type de cuisine et qu'on voit qu'il y a plein d'ingrédients inconnus ou bizarres, on perd pied et finalement on les fait pas les recettes. Typiquement le brownies, qui est super bon, que tout le monde adore, il a 3 ingrédients seulement. Je pouvais pas faire plus simple. Et en fait, il plaît énormément. C'est un brownies au chocolat. Alors, c'est une autre texture qu'on a l'habitude de connaître avec le brownies classique, bien sûr. D'autres ingrédients, d'autres techniques. Mais très facile à réaliser et juste magique. Et en effet, dans ce livre, je voulais montrer qu'on pouvait faire alors aussi bien du salé, du sucré, des jus, des smoothies, déshydratés aussi, pour parler un peu de la déshydratation. Sachant qu'on peut le faire même sans déshydrateur si on a un four à basse température. Et puis après, les laits végétaux, les desserts, bien sûr. Faut être gourmand, hein. Et puis toutes les bonnes choses en fait qu'on peut faire et auxquelles on pense pas. Tu parlais à l'instant de basse température. Est-ce que tu pourrais rappeler en fait l'intérêt de justement pour préserver les aliments de manger cru ou de le cuire à très très basse température? Parce qu'en fait c'est l'essence même du. Oui, tout à fait. En fait, on considère que la température, la basse température, ça va être 42 degrés 50. Pourquoi? Parce qu'on a fait des tests avec des graines et en fait, au-delà de 42 degrés 50, elles ne repoussent plus. Alors qu'en dessous, ou jusqu'à 42,50, elles vont repousser en terre.
Donc on considère que la graine est encore vivante si elle arrive à repousser en terre, et donc que les enzymes sont préservées. Et donc forcément, ça nous fera plus de bien au corps. Parce qu'en fait, dès que la température augmente trop, il y a des enzymes naturellement présentes dans les aliments qui disparaissent. Et donc, tu parlais tout à l'heure des problèmes digestifs que ça peut créer. Déjà, si on a des capacités digestives restreintes, plus des enzymes en moins que l'on trouve plus dans son alimentation parce que c'est cuit à trop de température. Puis après, le corps, il devient feignant, en fait. C'est-à-dire qu'on va tout cuire, archi-cuire, et en fait, les intestins deviennent feignants, clairement. Ils ont plus besoin des fibres comme dans les légumes crus. Et c'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui sont intolérantes, en fait, au cru. C'est à cause de ça. C'est parce que l'organisme n'est plus habitué à manger du cru. Et donc, le corps, on lui sert, en fait, de la bouillie, en quelque sorte, des fibres ultra cuites. Le corps, il devient feignant, c'est normal. Si on lui apporte tout sur un plateau d'argent, donc voilà. Et donc, en fait, quels sont les différents outils de la personne qui passe en alimentation crue? De quoi elle a le plus besoin pour transformer son alimentation? Il y a peut-être, par exemple, faire des jus, des smoothies. Qu'est-ce qu'on a besoin de quoi on peut avoir besoin lorsqu'on passe dans cette alimentation crue? Alors, je dirais que la base pour cuisiner, ça va être le blender. C'est vrai qu'avoir un bon blender, alors il y en a des petits qui coûtent pas très cher aussi, après il y a des super blenders bien sûr, mais avoir un blender, ça va permettre de faire plein de sauces. Et tout de suite, la sauce, en fait, va tout changer dans la cuisine, dans la façon de préparer, en fait, les fruits et légumes. On va pouvoir faire tout ce qui est smoothie aussi. Donc ça, pareil, on varie la texture et la forme de ce qu'on va consommer. Et puis, on va pouvoir faire aussi des veloutés, tous les veloutés crus, les soupes crues. Ça va être intéressant également. Donc, toujours en cru, mais on va pouvoir le faire chaud grâce à de l'eau chaude. Il y a plein de petites astuces comme ça. Donc déjà, le blender, je dirais que c'est la base si on veut cuisiner. Ça, un couteau et une planche, voilà. Après, la deuxième chose, ça va être l'extracteur de jus, qui lui va avoir une notion vraiment de santé, parce que ça va vraiment nourrir l'organisme et le reminéraliser en profondeur. Et c'est vrai qu'on est dans une société où souvent on est déminéralisé, on est acidifié, enfin notre corps est acidifié, parce que trop de sucre raffiné, sans même aller dans l'extrême des fast-food ou des sodas, mais voilà, on mange quand même moins de légumes qu'à une certaine époque. Et donc l'extracteur de jus va permettre de rééquilibrer ça tout en nourrissant le corps. Donc ça permet simplement d'avoir de nouvelles choses. Et puis je dirais le déshydrateur, là c'est un peu c'est un peu mon chouchou, mais je dirais que c'est pas forcément la priorité parce que sans déshydrateur on peut faire déjà énormément de choses et que voilà, faut avoir la patience aussi de faire des choses au déshydrateur. Mais c'est vrai que si on va aller plus loin en cuisine crue, c'est un outil merveilleux. Notamment en termes de dessert, j'imagine qu'il y a beaucoup de desserts qui peuvent nécessiter le déshydrateur. Ouais, ça peut être sympa pour faire tous les fonds de tarte aussi, même en salé, tout ce qui est crackers, si on veut faire du pain déshydraté aussi, ou pour remplacer en tout cas le pain. Et puis tous les fruits séchés, les légumes séchés. On connaît les tomates sèches par exemple, tomates séchées, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à réaliser avec. Alors quels sont les aliments que tu utilises le plus, toi, que tu préfères utiliser le plus dans tes recettes? Du chanvre. Ça c'était facile. Alors, le chanvre, blague à part, oui, je le consomme énormément, que ce soit en huile, parce que c'est une très bonne huile avec un super ratio oméga 3 et 6. C'est vraiment une huile merveilleuse et en plus, elle est française, elle est écologique, c'est une plante écologique à la base, donc il y a vraiment une notion de rotation, tu vois, d'écologie de A à Z. Donc ça, c'est une plante que j'adore depuis des années. J'utilise le chanvre aussi en farine, ce qu'on appelle la protéine aussi de chanvre, en graines germées et les graines décortiquées. Donc ça va être le chanvre. Est-ce que tu peux nous parler des graines germées aussi? Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça peut être graines germées. Ouais, nutritionnellement aussi. En fait, on considère que on prend des graines, des graines donc à germer, petites graines sèches, on va les faire tremper dans l'eau pour les réhydrater et puis ensuite on va les laisser pousser quelques jours. Donc en fonction de la graine, ça va changer. L'avantage, c'est que au moment de sa croissance, donc vraiment de l'ouverture en fait de la graine va vraiment utiliser tout son potentiel. Donc là, on va avoir vraiment, ça va être maximiser finalement tous les nutriments et ces nutriments qu'on va pouvoir ingérer ensuite. Donc là, on a vraiment une mine de fer, de minéraux, de calcium, vraiment en fonction de la graine, ça va changer aussi, mais vraiment une bombe de super aliments et très facile à réaliser, pareil. Donc c'est très facile à faire, c'est hyper reminéralisant, c'est bon au goût en plus parce que chaque graine va avoir un goût différent. Si on aime le radis, la graine de radis c'est parfait, le fenouil grec, alfalfa le plus connu, et le plus facile à faire germer aussi. Et puis en plus c'est super joli. Donc moi qui affectionne vraiment la décoration, tu mets ça sur une petite verrine ou dans une salade ou en décoration, c'est magnifique, ça plaît.
Ça permet de faire découvrir aussi les graines germées. Et puis si on veut aller encore plus loin, faire une salade carrément 100% graines germées, là c'est avec une petite huile de chanvre justement. C'est divin. J'aurais jamais eu idée de faire. Ah. Et tu mélanges quoi dans ce cas-là, comme par exemple comme graines dans des salades de graines germées? Bah, j'aime beaucoup le fenouil. Fenouil, alfalfa, les lentilles aussi. Les lentilles, c'est vrai que les enfants à l'école, souvent, ils font germer les lentilles. Ça fait un peu activité, mais c'est vrai que oui, on peut la manger en fait derrière. C'est super intéressant. Puis même en termes de finalement d'autonomie alimentaire, où on parle aujourd'hui potentiellement Ah bah oui. d'effondrement ou de tout ce qui est disons nourriture d'urgence, c'est des choses qui se stockent en fait et qui peuvent se garder très longtemps, ça, les graines, exactement. Et peuvent être. Puis j'imagine aussi qu'en termes économiques, ça n'a pas un grand coût. Et puis... Bah c'est ça. C'est ça parce qu'avec une cuillère à soupe, tu fais un bocal en fait de graines germées, donc finalement ça vaut presque rien. Et en termes de coût, l'alimentation crue, est-ce qu'il y a plus de dépenses en général ou Alors, c'est une question qui revient souvent, ça. Je trouve ça délicat d'y répondre, honnêtement. Parce que... tout dépend du matériel, c'est ça, et puis alors, c'est ça, ce dans quoi on investit, et puis Voilà. Parce que typiquement, dans l'alimentation traditionnelle, quand on achète de la viande, du fromage, de l'alcool, tous les produits transformés, ça va revenir beaucoup plus cher. Donc tout ça, je l'ai plus dans mon budget. Par contre, à côté de ça, si on achète 1 kilo de pâtes, oui, 1 kilo de pâtes, ça coûte rien du tout. Si on regarde d'un point de vue purement économique, c'est sûr qu'on se fait, avec 1 kilo de pâtes, on se fait pas mal de repas. Mais est-ce qu'on va être nourri derrière? Est-ce qu'on va se sentir vraiment bien? Est-ce qu'on va être créatif? Est-ce qu'on va être en bonne santé? La réponse est évidemment non. Donc je dirais que sur le coup, on peut avoir l'impression que ça revient plus cher, parce que c'est vrai qu'au début, en plus, on va manger plus en quantité, quand on mange que des fruits et légumes. À terme, ou des oléagineux aussi, qui vont quand même revenir un peu plus cher. Mais à terme, on va manger moins, on va équilibrer son alimentation, et au final, ça revient quand même beaucoup moins cher. Et moi, je sais que je dépense moins d'argent aujourd'hui que je pouvais en dépenser en alimentation plus classique. Et puis en termes de santé, de toute façon, il n'y a plus le médecin, il n'y a plus les médicaments, il n'y a plus tout ça. Donc, donc il y a tout cet impact-là sur la préservation du corps et sur la prévention, en fait, finalement. Bah oui, puis la planète, derrière. Aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi, de cet intérêt-là pour la planète et pour l'environnement et pour le reste, l'intérêt de... Ouais. Comment est-ce que l'alimentation peut avoir un impact là-dessus? La planète, c'est là qu'il y a toutes nos ressources à la base. Donc si on prend pas soin de notre planète, à moins de devenir pranique, et encore, on a besoin en fait de prendre soin de notre planète. Les fruits et légumes, tout le monde peut en faire pousser dans son jardin. Encore faut-il avoir un jardin, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, même dans les villes, des jardins partagés, des initiatives qui s'ouvrent comme ça. Des petits magasins de producteurs aussi. Donc même à Paris, qui est typiquement la grosse ville, il y a de plus en plus comme ça de producteurs qui viennent apporter leurs fruits et légumes. Le coût d'un fruit et légumes, en fait, en termes de production, pour la terre, c'est rien. Si on le fait intelligemment, si on le fait en respect des saisons, en respect de la terre, ça va pas épuiser la planète. Par contre, si on fait de l'élevage, élevage évidemment intensif, mais élevage d'animaux, tout ce qui est alors le lait aussi, pas forcément la viande, toutes ces choses-là, forcément, ça va coûter extrêmement cher. Donc après, c'est une question personnelle, c'est à chacun de réfléchir et de voir ses priorités, mais moi je sais que j'ai toujours été écolo dans l'âme, c'est quelque chose, même quand c'était pas à la mode à l'époque, on me prenait un peu pour quelqu'un de bizarre et un peu de fou, mais si on aime la planète et si on se respecte soi-même, forcément on respecte l'endroit où on vit. Donc forcément on a envie en fait de respecter ses fruits et légumes. Et pour avoir fait le test quand j'ai vécu à Vannes un certain temps, d'avoir rencontré un maraîcher qui faisait tout en permaculture, électroculture, dans le respect des saisons de la lune, vraiment il était à 300%, et en goûtant ces légumes, c'était impressionnant. Parce qu'on avait vraiment le goût retrouvé, même trouvé, parce que parfois on n'avait jamais goûté à ça, mais vraiment un goût authentique de ces fruits et légumes, et on savait tout de suite que la terre avait été respectée derrière. C'était impressionnant. Et derrière, le coût, en plus, était tout à fait normal, en fait, raisonnable, donc bio, évidemment, mais raisonnable, parce que comme il le faisait, en fait, en respect de la terre, il n'y avait pas de raison que ça marche pas derrière. Donc oui, tout est connecté, et puis le fait que la méthode de culture qu'on utilise, et puis la qualité nutritionnelle des aliments et la qualité gustative des aliments, j'imagine que tu dois voir ça tous les jours, mais ça doit se ressentir. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené en fait un jour de dire, moi j'ai découvert le cru, ça me plaît, et je veux devenir chef, traiteur, et puis dans ce domaine-là en particulier, qu'est-ce qui
Quand est-ce qu'il y a eu ce shift-là? Hum, je dirais que j'étais déjà en reconversion professionnelle parce que le métier que je faisais ne me convenait plus. En tout cas, je m'épanouissais plus assez et je cherchais autre chose à faire. Et puis de fil en aiguille, il y a eu ce fameux stage avec Irène. Et en rentrant de ce stage, je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est là où je veux être, c'est là où ça me fait vibrer et c'est ça vraiment que je veux faire. Comment est-ce que toi tu vois les changements de société à venir? Comment est-ce que l'alimentation a un rôle à jouer là-dedans aussi? Oh oui. Je pense que de plus en plus de gens prennent conscience de ça en fait. Je vois de plus en plus de personnes, même autour de moi, hein, des amis proches qui, il y a quelques années encore, me disaient non, moi je serai jamais végane, ça m'intéresse pas. Et puis petit à petit se disent mais en fait pourquoi pas? C'est vrai qu'on a toujours été habitués, enfin en tout cas dans notre éducation, hein, pour beaucoup à voilà manger de la viande, manger des produits laitiers, c'est normal. On se pose pas la question en fait. Un repas en plus en France, voilà typiquement il y a l'entrée, il y a le plat, il y a le fromage, il y a le dessert. On va pas réfléchir plus que ça. Et là en ce moment il y a beaucoup de bouleversements. Alors en plus avec la crise sanitaire qu'il y a eu, de plus en plus de personnes se rendent compte que voilà, le virus c'est peut-être pas lui vraiment le problème, mais que si on soigne notre terrain à la base, on peut peut-être se protéger par rapport au Covid. Et les gens en fait réalisent que oui, l'alimentation c'est quand même un geste qu'on répète quotidiennement 2 à 3 fois par jour. Et cet impact-là en fait, il est énorme sur notre santé. Et si on prend soin de notre assiette, de manière gourmande évidemment, ça peut être fait très simplement et ça peut avoir un impact en fait sur notre santé en général, donc forcément voilà, tout ce qui est médical derrière et la planète de manière écologique. En fait, Je sais plus si ça répond vraiment. C'est un levier d'action en fait, Ouais. à la fois pour son corps, prendre soin de soi et en extension prendre soin de son environnement et de ce qui nous entoure. C'est ça. Et alors dans la présentation, je disais aussi que tu étais aromatologue depuis un petit moment. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'aroma? Carrément. Ça c'est une autre de mes passions. Ça va être l'étude en fait, l'utilisation des plantes, mais sous forme d'huile essentielle et d'eau florale. Donc schématiquement pour ceux qui savent pas forcément, en fait on va prendre donc une plante, donc une essence, qui par exemple le basilic. Voilà, le basilic, on sait que c'est une plante odorante. On va la passer dans un distillateur et à la fin, c'est très schématisé et très raccourci, mais à la fin on aura donc cette essence de basilic, ce qu'on appelle l'huile essentielle. On va avoir aussi l'eau florale, donc elle sera beaucoup moins chargée en huile essentielle, donc beaucoup plus douce. Et ça, en fait, on l'utilise beaucoup pour soigner les gens, dans la parfumerie aussi, et dans l'alimentation. Dans la cuisine, c'est assez discret encore. Je trouve qu'on l'utilise pas forcément beaucoup. Ça se démocratise, mais ça reste encore très discret. Et moi, à la base, je l'utilisais plus pour soigner les gens, pour faire des cosmétiques. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que oui, on pouvait soigner énormément de choses avec les huiles essentielles et avec les eaux florales, à tout âge en plus, donc ça c'était très intéressant. Avec certaines précautions bien sûr, hein, pas n'importe comment, mais on peut vraiment le faire. Et comme j'ai toujours adoré cuisiner, déjà à l'époque en fait je mettais des eaux florales et des huiles essentielles dans ma cuisine. Et se dire que pareil, dans cette démarche on va soigner les gens et en même temps c'est gourmand, mais c'est génial, parce qu'on va manger, ça va nous faire du bien au palais, et on se rend même plus compte finalement qu'on se fait du bien au corps. On réfléchit pas comme ça. Et ça c'est juste top quoi. Parce que c'est vrai que généralement dans notre société, on pense beaucoup à ce qui est bon en termes de santé et mauvais au goût, alors que pas forcément. Forcément. Il y a moyen de créer une alimentation saine, gourmande, comme ce que tu fais dans ton activité, et faire qu'elle ait des rôles santé en fait. Et c'est ça qui est génial justement. Et donc les eaux florales par exemple, c'est dans les sauces, dans à quoi ça peut ressembler une cuisine crue avec de l'eau florale? Alors, je suis en train d'écrire un livre là-dessus justement. Comme ça, vous en saurez plus. Mais typiquement, en fait, on va faire la différence entre les huiles essentielles et l'eau florale parce que l'eau florale, donc c'est de l'eau justement, qui va être miscible à tout ce qui est aqueux. L'huile essentielle, elle ne sera pas miscible, donc elle sera plus pour les sauces plus épaisses ou avec les corps gras. Donc ça va être la grosse différence entre les deux. L'eau florale, comme elle est beaucoup plus douce aussi, sera beaucoup plus facile à utiliser en cuisine. Même par rapport aux enfants, on se pose moins de questions. Enfin, c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser. Typiquement, ce que j'adore faire, c'est une salade de fruits. Donc voilà, salade de fruits classique, et rajouter une cuillère d'eau florale dessus. Je mélange, et comme ça, en fait, les fruits vont avoir le goût de la fleur utilisée. D'accord. Fleur ou aromate. D'accord, extra.
J'aimerais revenir avec toi aussi sur l'aspect, et je pense que tu vas pouvoir nous en parler, de l'aspect plus conscient d'alimentation. Parce Ouais. que j'imagine que euh, pour en avoir déjà discuté avec toi, quand tu cuisines, quand tu cuisines, c'est presque une forme de méditation pour toi quelque part, d'être Mhm. pleinement présente à ce que tu fais. Ouais. Et est-ce que tu penses que de l'autre côté, manger en étant Mhm. pleinement conscient de ce que, à chaque bouchée, Mhm. de ce qu'on mange, est-ce que ça peut avoir des effets? Ouais. Quels sont les effets en fait que ça peut avoir? Bah, complètement. L'intention qu'on met en fait déjà quand on prépare à la nourriture. Alors, déjà, je fais du magnétisme à côté. Donc c'est vrai que forcément, quand je cuisine, quand je prépare mes légumes, il y a déjà cette intention de nourrir les gens, de leur faire du bien, de se faire du bien, de se faire plaisir aussi, parce que moi je me fais plaisir en fait en faisant plaisir aux gens. Et cette intention-là, je sais qu'il y a des gens qui me l'ont rapporté. Ils m'ont dit qu'ils avaient senti qu'il y avait quelque chose de différent, que on sentait vraiment tout l'amour que j'avais mis dedans. Enfin, c'était assez impressionnant à entendre. Et des personnes qui savaient pas que je faisais du magnétisme à la base en plus, hein. Donc c'était très intéressant. Et eux, après, plus je vais y mettre du soin finalement, et plus eux vont vouloir en fait savourer ces repas. Et donc vont prendre le temps aussi de manger, de déguster, de découvrir, parce que comme c'est une cuisine nouvelle et souvent originale, on va découvrir de nouvelles saveurs, ou on va redécouvrir des légumes qu'on n'aimait pas forcément, et ça c'est juste génial. Je sais quand je suis Mhm. en atelier, des gens qui me disent moi j'aime pas tel aliment ou tel aliment, et qu'on prépare la recette ensemble, et finalement ah bah c'est bon en fait, oui parce qu'il y a une autre intention qui a été posée dessus. Et, euh, et c'est vrai que quand on arrive, qu'on est en paix, que on est dans la joie, on va beaucoup plus se nourrir, beaucoup plus être nourri par cette alimentation-là, que si on arrive en faisant la tête, en étant déprimé, en étant en colère, en s'énervant à table. Enfin voilà. Et pour avoir cuisiné auprès de plusieurs personnes en stage aussi, j'ai pu observer en fonction du stage pour lequel je cuisinais, donc en fonction de ce qui se passait derrière, hein, même sans me concerner moi directement, je voyais comment les gens appréciaient ou non la cuisine. Et c'était génial de voir, en fonction de ce qu'ils avaient vécu en fait dans leur journée, comment ils étaient ensuite à table. Mhm. Ah oui, donc Mm. l'alimentation peut vraiment être le reflet de Ah ouais, l'expérience du vécu de la personne c'est et clair. aussi de l'expérience de celui qui crée en fait, Ouais, c'est ça? tout à fait. Et donc tout dépend de l'intention, comme tu disais, qu'on Mm. pose. Tu poses quel type C'est ça. d'intention, toi? En fait, ça devient comme ça ou c'est quelque chose auquel tu penses à chaque fois ou c'est... Alors, il y a des fois, c'est très naturel, enfin, ça vient comme ça. Je dirais qu'il y a toujours cette notion de vraiment de plaisir, de faire plaisir et de nourrir les gens, nourrir Ouais. en profondeur. C'est-à-dire qu'on va, on va nourrir leur estomac, mais ça va au-delà, c'est nourrir leur âme, en fait, de ce Mhm. qui se passe. Et que chacun, je pose aussi souvent cette intention que chacun y trouve ce dont il a besoin. Mhm. Parce qu'en fait, de là où je suis, moi, je vais peut-être croire certaines choses, mais finalement, c'est la personne qui saura mieux. Donc voilà, je Ouais. pose cette intention. Chacun reçoit ce dont il a besoin et tout se passe au mieux après. Se nourrir dans ce dont il a besoin. Ouais. Ouais. D'accord. Passionnant. Passionnant, passionnant. Et est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur tout l'aspect dont tu parlais juste avant, disons de la conscience et de l'alimentation? Euh, Est-ce que tu penses que ça peut aller plus loin? On parlait des effets sur le corps, de Ouais. l'alimentation. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres aspects, peut-être sur l'esprit ou sur la conscience, où tu parlais de l'âme à l'instant? Ouais. Oui. Quel est ton point de vue là-dessus? Euh, Bah, je pense que plus on va manger dans la joie, en conscience, qu'on on va manger des aliments nobles à la base, donc évidemment fruits et légumes, enfin voilà, le plus bio possible, le plus en accord vraiment avec la planète et notre corps donc, on va être beaucoup plus nourri et forcément, si notre corps va bien, notre esprit va bien. Donc on va par exemple ressentir plus de créativité, plus de sérénité, être moins en colère aussi, être plus en paix, avoir moins d'idées qu'on ressasse. Tout ce qui est dépression, ce genre de choses, c'est vrai que ça va être beaucoup plus apaisé. Et pour avoir vraiment accompagné des personnes qui avaient ces choses-là, oui, j'ai vu la différence. Clairement, j'ai vu la différence et c'est impressionnant à chaque fois de voir comment simplement l'alimentation en fait a un impact énorme sur notre santé émotionnelle en fait et mentale. Et puis si on va aller plus loin, oui, il y a peut-être plus de fluidité dans la spiritualité, une plus belle connexion aussi, et de manière plus simple, une connexion avec la nature, avec les esprits, avec ce qu'on aime, ce qu'on veut. Mais oui, ouais, ouais. Alors, quel conseil donnerais-tu à des personnes qui ont envie de se nourrir différemment après avoir vu et compris tout ça? Par quoi est-ce qu'on peut commencer quand on a envie de changer de son alimentation et qu'on ne sait pas par quoi commencer? Alors, le conseil le plus simple, c'est manger un fruit. Vous mangez un fruit avant chaque repas. Ça, c'est, je dirais, la base de la base. Peu importe le fruit.
C'est-à-dire qu'il y a forcément un fruit que vous aimez. C'est presque obligé. Vous prenez le fruit que vous préférez, le fruit qui vous attire, et vous en mangez. Vous ne vous souciez pas de la quantité. C'est-à-dire que si vous avez envie de manger une banane, 2 bananes, 3 bananes, vous le faites. Vraiment, vous ne vous posez pas de questions, vous le faites. Et ensuite seulement, vous mangez le reste de votre repas. Donc ça va être le premier conseil. Le deuxième, ça va être de rajouter à son assiette. Je parlais tout à l'heure de frustration, que ça c'est très mauvais, que voilà, tout ce qui est régime, on le voit, hein, les gens qui font des régimes, à chaque fois, il y a toujours un effet rebondissement où après ils vont reprendre du poids parce qu'il y a eu la frustration en fait pendant ce régime très souvent. Et donc si on rajoute donc des fruits, des légumes, même des crudités dans son assiette, on va manger ces crudités et pareil, après, on va manger le cuit. Comme ça, on n'a pas cette sensation de privation, de se dire j'avais envie de manger une pizza, je veux la manger ma pizza. Ok, pas de souci. Tu manges ton fruit, tu manges tes crudités, tu mangeras ta pizza après. Et comme ça, en fait, le corps et la tête comprennent qu'ils sont plus nourris par les fruits, par le vivant, donc par ce cru-là, que par la pizza, par exemple. Même si une pizza, c'est très bon parfois. Mais voilà, de manger ce cru avant, les intestins vont vraiment comprendre que oui, quand je mange une banane, j'ai plus d'énergie que quand je mange ma pizza. Et en fait, indirectement, de manière progressive comme ça, on va de moins en moins avoir envie de manger de la pizza. Ou en plus petite quantité. C'est vrai qu'un des témoignages que je vois le plus souvent dans ce milieu-là aussi, c'est le fait qu'en transition dans le cru, on se rend compte qu'en fait, la fatigue post-repas ou les difficultés digestives auxquelles on s'est habitué parce qu'on avait connu que ça. C'est ça. En fait, on se rend compte que après avoir mangé vivant, cru, on a ces symptômes de lourde digestion parce qu'il y a beaucoup d'efforts que le corps doit fournir pour digérer, ils disparaissent. Et donc en fait, on découvre d'autres aspects de notre corps qui étaient encore inconnus parce que justement, on savait pas que c'était nos choix de ceux dont on s'alimente qui créent ces effets secondaires dans le corps. En fait. Mais c'est ça, on a un potentiel énorme en fait, mais on a tellement été éduqués d'une certaine manière qu'on se pose même pas des questions sur des choses qui nous paraissent naturelles et normales. Et on pense même pas que ça peut être différent. Et tu parles de cette lourdeur après repas, c'est très très commun, très banal de se dire ce midi j'ai bien mangé, oui une petite sieste après, je suis fatiguée. Oui, tout le monde le sait en fait. Mais ça peut être différent en fait. Ah bon. Et c'est vrai qu'avec le cru, je l'ai vécu moi-même. Et puis on dort mieux la nuit en plus. Donc on est moins fatigué la journée, on dort mieux la nuit. Et parce que j'étais une grande insomniaque et c'est impressionnant. Il y a moins de travail digestif du coup pendant la nuit aussi et donc plus de facilité. C'est ça. Et puis comme tu le disais, en fait commencer son repas par des aliments vivants, des aliments crus, ça a aussi du sens dans tout ce qui est compatibilité alimentaire, etc. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette notion-là, si tu souhaites? Je dirais que, c'est ça que t'entends par là, mais on est fait en fait pour manger des fruits et des légumes. C'est naturellement. J'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai un cerisier dans le jardin en ce moment qui donne des fruits magnifiques. À chaque fois que je passe à côté, voilà une petite cerise, c'est génial. Je vois des lapins courir un peu plus loin. Non, ça me viendrait pas à l'idée de lui courir après et de le croquer, quoi. Non, mais c'est vrai, non, physiologiquement, là, comme ça, non. Je préfère rester sur mon cerisier. Et donc, intuitivement, on va déjà aller vers l'aliment qui est le plus facile pour nous, qui est fait pour nous. Et donc, forcément, au niveau du corps, en fonction de nos reins qui sont quand même pas faits pour digérer toute cette viande qu'on nous fait croire qu'il faudrait manger, en tout cas. Les intestins sont faits d'une certaine manière pour digérer surtout les fruits et légumes. Toute notre biologie, en fait, est faite pour davantage de fruits et légumes. Et puis, alors bon, je suis pas scientifique de nature, mais par observation, par expérimentation, tous ceux que j'ai accompagnés, et tous sans exception, vraiment, et moi y compris, quand on va manger plus de vivants, plus de fruits et légumes, on le sent, on le vit sur notre corps, en fait, on va mieux. Donc pourquoi s'acharner à vouloir faire croire que dans notre éducation, dans nos habitudes, on devait manger ça, ou on nous fait croire qu'il faut manger de la viande, des produits laitiers, etc. Alors que quand on le vit, on se rend compte qu'on va mieux avec les fruits et légumes. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut expérimenter. Ouais. Toujours tout autour de cette notion d'expérimentation finalement. Oui, c'est là où on redevient maître, puisqu'on sait ce qui est bon pour nous après avoir expérimenté. Donc. Exactement. Ouais. Et puis, en fait, dans le sens de ma question, il y avait aussi le côté pratique, le fait de commencer son repas par du cru et de pas finir par quelque chose de cru. Ah oui, à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Oui. Si on mange le fruit en premier, le fruit donc qui se digère très rapidement, on va pouvoir donc comme ça le digérer et ensuite on va manger le reste derrière. Alors que si on le mange à la fin,
les pâtes, si je prends cet exemple, vont mettre du temps à être digérées et donc vont rester plus longtemps dans les intestins et dans le corps. Donc le fruit qui arrive derrière, bah, c'est du sucre, hein, donc il va avoir le temps de fermenter et c'est là où ça va être mauvais pour l'organisme. Donc vaut mieux manger ce qui digère le plus rapidement, donc le fruit et ensuite les crudités et ensuite le cuit. Et comme ça, on sera beaucoup moins lourd. Parce que manger un fruit après le repas, en fait, c'est une hérésie. Quand on mange un plat cuit, c'est... C'est vrai que c'est des habitudes qu'on a tous. Bah en oui, fait, bien sûr. Ah bah je les ai eues. Hein. Et oui, c'est vrai que d'expérimenter déjà de se dire ah bah en fait les troubles digestifs que souvent c'est après les repas de famille où on finit les fruits à la fin après un énorme repas, souvent on peut sentir qu'il y a des différences enfin de de ressenti à ce niveau-là en tout cas. Ouais. Et quelle vision tu as toi de la santé de manière globale? Il y a l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui entrent en compte dans ce que ton activité, dans ce que tu fais? Bien sûr. Pour moi, l'alimentation, voilà, c'est un peu ma porte d'entrée pour, comme je dis, rendre la santé gourmande. Mais autour, il y a comment on mange. Donc, on en parlait tout à l'heure, vraiment de mettre de la joie, de mettre toutes ces belles énergies en fait dans l'alimentation. Il y a tout ce qui est respiration aussi, très important. Parce que autant on peut jeûner, on peut arrêter de manger un peu, arrêter de boire, faire plein de choses qu'on peut arrêter, autant respirer, on est obligé en fait. On peut pas vivre sans respirer. Et malgré tout, que ce soit dans les grandes villes qui sont très polluées ou à cause du stress, à cause de plein de choses, on oublie souvent de respirer. On respire très peu ou alors mal. Et ça, la respiration, c'est vital. Enfin, tout ce qui est cohérence cardiaque. Même durant le repas, en fait, c'est quelque chose auquel on pense pas. On mange beaucoup en apnée, en fait. Oui. Et du coup, puis on mange vite. Mais oui. Tu disais, pardon. On mange pas en conscience, en fait. Peut-être que si on mange, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas, en fait. C'est tellement inhérent, mais. Mais oui. Je crois par expérience, il y a une forte différence entre manger en prenant le temps de respirer et manger en apnée. Et puis, si on va aller plus loin, on peut même manger en silence. On avait fait ça en expérience pendant un des repas pendant lequel j'étais en stage. Et c'était impressionnant parce qu'on redécouvre en fait la saveur encore plus des fruits et légumes. Et le fait de se concentrer sur l'alimentation sans parler, on mange plus doucement aussi, on prend plus le temps, on pose ses couverts entre chaque bouchée, il y a plus de mastication. Enfin, c'est vraiment une redécouverte de l'aliment. Et en effet, on n'est pas... en tout cas, il y en a très peu de gens, mais on n'est pas habitué en fait à manger comme ça. Donc oui, respiration, très important. Après, bon, les huiles essentielles, mais ça va être les plantes en général, hein, tout ce qui est phytothérapie. Pour moi, tout ce qu'il y a dans la nature, en fait, peut nous servir à nous soigner, à nous accompagner. Et puis, le sommeil. Sommeil, très important. Parce que dormir, pareil, c'est hyper important. Il se passe plein de choses quand on dort. Et c'est vrai que on oublie parfois que le sommeil réparateur, ça peut sauver des vies. Je pense que ceux qui ont eu des problèmes de sommeil ou qui n'ont pas pu dormir toujours le savent très bien. Mais voilà, ça va être les bases. Et sport et mouvement. Donc, sachant qu'il y a le mouvement, le fait de bouger, et le sport, de vraiment faire une activité plus physique, en fonction, voilà, pareil, hein, des besoins de chacun, des envies de chacun, des capacités aussi. Mais déjà, ne serait-ce que marcher, soit en forêt ou marcher où on peut, c'est vrai que c'est très très important. Ouais. C'est vrai, une des questions qui vient quand on parle d'activité physique, souvent dès que les gens s'intéressent et commencent à pratiquer une activité physique, ils s'intéressent aussi de près à l'alimentation, vu que c'est très lié. Et j'imagine qu'on doit souvent te poser la question, est-ce que c'est compatible avec une activité physique, l'alimentation crue Mais au contraire. C'est en fait, on va passer plus de temps en bonne santé et moins de temps à digérer. Donc cette énergie qu'on aura décuplée, on l'aura beaucoup plus pour l'activité sportive. Donc on sera meilleur quand on va faire du sport, et puis on sera meilleur après aussi pour la récupération sportive, parce qu'il faut y penser après, les courbatures, tout ça. Et donc oui, on a beaucoup plus d'énergie. Et pareil, pour avoir accompagné des gens qui font du sport régulièrement, avant c'était le plat de pâtes avant d'aller courir. Aujourd'hui ils ont changé et ils sont impressionnés de voir les effets bénéfiques sur leur santé. Ouais, et puis pour avoir expérimenté tout le côté activité physique, les pratiquants d'activité physique sentent que quand faire une activité physique ou du sport avec un ventre rempli ou avec un ventre non rempli, ça change beaucoup de choses. Et oui. Je cours un petit peu, et les fois où j'ai le mieux couru, c'est parce que j'avais jeûné avant. J'avais pas mangé du tout. Et là, j'étais vraiment en forme et tout allait bien. Donc c'est aussi intéressant parce que, je sais pas si on va parler du jeûne un peu, mais
c'est une manière aussi de voir en fait l'alimentation différemment et de se dire mais finalement qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui m'alimente vraiment? Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger tout ce que je mange pour être en forme et pour être en bonne santé? Et c'est vrai que quand on a eu la chance d'expérimenter un jeûne, pareil, j'encourage vraiment les gens à tester, à expérimenter. Donc encadrer, ça peut être bien pour commencer aussi, hein, avec d'autres personnes. Et je pense que tu pourrais très bien en parler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'on se rend compte que bah voilà, on jeûne, on mange pas, et pourtant on a de l'énergie. Donc d'où vient cette énergie en fait? Et je sais que moi quand j'ai fait mon jeûne l'année dernière d'une semaine, les 3 premiers jours, enfin 3 et demi, j'ai pas bu, j'ai pas mangé. Après j'ai juste bu un peu d'eau. C'était impressionnant de le vivre en fait. Et de se dire que j'avais une pêche, j'avais une énergie pas possible, enfin c'était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable de découvrir que le corps dispose de tant de réserves d'énergie pour se vivre plusieurs semaines sans nourriture. C'est ça. C'est assez incroyable. Et comment ça s'est passé ta reprise alimentaire justement après un jeûne? Ah bah c'était... Pour qui l'alimentation est... Bah oui. Ouais. Dis-nous. Bah déjà pendant le jeûne, je pensais qu'à la nourriture. Parce que c'était très intéressant parce que j'avais plein de créativité. J'avais pas faim du tout étonnamment. Pourtant, je passe mon temps à manger de par mon métier en plus. Mais j'avais plein de créativité, plein de nouvelles recettes que j'écrivais. Enfin, j'étais vraiment super heureuse. Et puis en fait, à la fin, quand il a fallu remanger, quand je savais que voilà, on pouvait refaire une reprise au jus et après manger ce qu'on voulait, enfin les fruits, les légumes, etc. J'avais pas envie de manger. C'était très drôle à observer, pareil, parce que c'est mon métier. Je veux dire, je fais ça tous les jours, et là, j'avais plus envie de manger. Et je me suis demandé même jusqu'où je vais, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais. Bon, la vie a fait que j'avais un atelier de cuisine 2 jours après, donc j'ai recommencé à manger, clairement. Mais sur le coup, non, j'avais pas envie de reprendre en fait, parce que cette expérience était tellement enrichissante, tellement belle que, c'était trop beau. C'était Et après, évidemment, la première chose que j'avais envie de manger, c'était des fruits. C'est la première chose qu'on a envie de remanger à nouveau. C'est vrai que ça pose question, cette question-là aussi, de la différence entre la faim et l'envie de manger. Comment est-ce que toi tu vois ça? Bah, on prend souvent en fait la faim pour une envie de manger. Parce qu'on a tout le temps envie de manger, enfin très souvent en tout cas. Pourtant, si on écoute son corps, on se dit mais en fait là, j'ai pas vraiment faim. C'est juste que oui, j'aimerais bien grignoter, ou j'ai envie de manger, ou bah tout le monde mange, tiens, je vais manger avec tout le monde. Mais est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que mon corps là, vraiment, il demande quelque chose, des nutriments? Et en fait, très souvent non. Et on se rend compte qu'on mange, en tout cas en France, je sais qu'on mange beaucoup trop par rapport à ce qu'on devrait. C'est et dans plein d'autres pays, hein. Mais on mange souvent trop en fait. Et c'est vrai que ce jeûne permet de se dire, mais est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger là? Est-ce que j'ai envie de manger parce que j'aime bien la sensation de quand je mange? Est-ce que j'aime bien le goût? Ou est-ce que vraiment mon corps a besoin de manger? Et en fait, on se rend compte que non, très souvent, on a envie de manger, c'est tout. C'est passionnant. Passionnant de voir en fait toutes ces croyances qu'on peut avoir au début. Souvent, dès que le ventre gargouille, on se dit « Ah, j'ai faim » et puis, on le croit tellement fort que en fait, on est persuadé d'avoir faim, mais est-ce qu'on a vraiment faim? C'est des questions qui peuvent se poser. C'est ça. Et puis tu sais, quand je vois certaines personnes qui mangent, alors là je prends vraiment un extrême, mais j'en connais des comme ça, qui mangent fast-food sur fast-food, qui mangent jamais de fruits et légumes parce qu'ils aiment pas ça, ou qui pensent être intolérants ou je ne sais quoi, bah quand on les voit manger mal à ce point-là et qu'ils sont encore en vie, alors certes, il y aura une mauvaise santé derrière, c'est évident qu'il y aura d'autres choses, hein, mais ils sont encore en vie en fait. Et là, c'est pas leur Big Mac qui les a nourris, hein. Donc de quoi ils se nourrissent? Il y a bien quelque chose qui les nourrit malgré tout. C'est pas les calories des chips ou je ne sais quoi qui va leur faire du bien. Donc voilà, si on réfléchit comme ça, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses. Et tout à l'heure, tu me posais la question au-delà de l'alimentation, qu'est-ce que la santé? Bah oui, la respiration, le mouvement, les amis, je veux dire le lien social, l'amour en général, c'est hyper important. Et je pense que pendant ce jeûne, c'est ça qui permet aussi de tenir, entre guillemets, même s'il n'y a pas forcément de notion d'effort tout le temps, mais de le bien le vivre. C'est que, ok, on mange pas, mais il y a tout ça à côté, il y a toutes ces choses qu'on fait. Et c'est ça qui nous nourrit bien plus. Et puis faire une pause, des fois, ça permet aussi de conscientiser son rapport à l'alimentation, en fait. Pourquoi est-ce que je mange, comme tu le disais? Est-ce que c'est pas des stratégies de compensation d'alimentation? Est-ce qu'il n'y a pas des croyances derrière, inconscientes? Tout ça, quand même. Toutes les compositions alimentaires, il y a énormément de gens qui sont sujets à ça, et il suffit qu'il y ait une mauvaise émotion qui passe, une tristesse, une colère, quelque chose, on va aller sur la nourriture tout de suite. Hein. C'est assez facile. Hein. En fait, il y a aussi dans l'autre sens
le fait de choisir en conscience de manger quelque chose qui ne nourrit pas ses cellules, ça peut aussi créer de la culpabilité, ce qui est aussi, disons, un poison pour le corps, de s'en vouloir, de faire un écart. Et c'est aussi dans l'autre sens, il y a tout ce côté-là. Comment est-ce que tu vois ça, toi, C'est une question que je me suis beaucoup posée. Parce que quand je faisais entre guillemets des écarts, je me disais mais là je sais que c'est mauvais, je le sais là, enfin je veux dire la théorie je la connais, hein, donc je sais que je me fais du mal au corps là, mais rien que le fait de penser que je me faisais du mal au corps, forcément je me faisais du mal à l'esprit aussi, c'était inévitable en fait, et après forcément je me sentais pas bien. Donc maintenant quand j'ai envie de manger autre chose, parce que ça m'arrive encore parfois, donc quand je suis avec des amis ou dans d'autres circonstances, je vais pas me priver, je vais manger ce que j'ai envie de manger sur le coup, mais je vais le faire en conscience et beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire je vais y mettre beaucoup plus de joie, je vais me dire ok, là je sais que nutritionnellement parlant c'est nul, c'est pas bien, mais en fait c'est pas grave parce que je m'amuse, je suis dans la joie, je suis avec mes amis, tout se passe bien. Et demain je jeûnerai, ou demain je mangerai plus de fruits ou plus de jus, enfin j'équilibrerai demain, c'est pas grave. Mais sur le coup j'y mets de la joie, et c'est ça qui me permet en fait d'aller mieux et pas de rechuter avec les migraines par exemple, ou avec d'autres choses. Il y a toute cette notion, comme tu disais, de émotionnel et puis d'intention qu'on pose avec ce que l'on mange, et peut-être que c'est là où essentiellement où il y a beaucoup de choses qui se passent, l'effet de l'esprit aussi sur notre propre digestion et sur. Oh oui. Est-ce que la conscience qu'on a d'un aliment, le fait de croire par exemple que c'est bon ou que ce soit pas bon, même si c'est faux peut-être, est-ce que ça n'a pas un fort effet sur comment est-ce qu'on va le vivre aussi intérieurement? Ah bah si. On se programme en quelque sorte. Hein. Si on se dit là je suis en train de manger du bio et j'y crois et je sais que ça me fait du bien et c'est génial, c'est super. La même carotte, par exemple, en non bio, et on se dit c'est pas bio, il y a sûrement des pesticides, je sais pas, c'est pas bien. Pourtant c'est une carotte, hein. Mais forcément on le vivra plus mal. Donc oui, c'est important ce qu'on va se dire. Hein. C'est très important. Et puis l'esprit a une telle influence sur le corps. On pourrait parler de la loi d'attraction, par exemple. C'est typiquement on va attirer ce à quoi on pense. Si on pense positif, peu importe ce que c'est en fait. Si on pense positif, ça ira bien. Et intuitivement, forcément, on se dirigera plus vers des fruits et des légumes. Pour aller plus loin, il y a aussi des traditions ancestrales, chamaniques ou autres, qui parlent aussi de l'esprit de certaines plantes, certaines qui entrent aussi en compte dans l'alimentation. C'est tout plein de portes ouvertes, plein de choses, plein de pouvoirs qu'on attribue aux plantes et qu'on a d'un coup oublié ou qu'on n'utilise plus. Rien que les recettes de grand-mère avec certaines plantes du jardin, etc. D'ailleurs, est-ce qu'il y a certaines plantes tu parlais du champ, mais il y en a peut-être d'autres que tu apprécies beaucoup et qui ont des intérêts santé accessibles à tous. Je pensais quand je disais ça à l'ortie par exemple. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce que tu aimes comme aliment comme ça Alors, ortie j'aime beaucoup. En plus ça pousse super facilement, donc c'est génial. Pas plus écologique. Après j'aime bien toutes les aromates, hein. Tout ce qui est menthe aussi, toutes ces plantes-là j'aime beaucoup. Déjà parce qu'elles sont bonnes au goût. Et en fait, on se rend compte qu'elles font du bien au corps derrière. Donc toutes les plantes aromatiques, et quasiment toutes les plantes en fait, vont avoir des bienfaits sur la santé. Après, je pense que c'est plus une question de feeling et en fonction des périodes aussi, je me rends compte que je suis pas attirée par les mêmes plantes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais être très ortie. Il y avait un moment, je me faisais des jus d'ortie tous les jours, vraiment, tout le temps. Mais j'en avais besoin, j'en avais envie, voilà, c'était comme ça. Et puis il y a eu une période où j'ai un peu arrêté. J'ai diminué ma consommation. Donc c'est vraiment par période et je pense qu'en fonction des saisons aussi, de nous ce qu'on vit, de plein de facteurs comme ça, on va avoir envie de plus ou moins certaines plantes. Mais le chanvre, c'est tout le temps. Les épinards aussi, mais c'est pas tout le temps la saison, donc malheureusement. Mais ouais, carrément. Ça me fait penser aussi à une question qu'on doit souvent te poser. Est-ce que manger cru en hiver, c'est pas compliqué? Non, c'est pas plus qu'autre chose en fait. Hein. On en est toujours à la même chose, c'est une autre façon de cuisiner. Mais non, c'est pas. Je veux dire, il y a tous les agrumes, il y a plein d'aliments qu'on n'a pas forcément plus le reste du temps, donc c'est génial. Enfin, moi j'adore. Tous les agrumes, tous les avocats, enfin bref, plein de choses. Plus compliqué, non, c'est d'autres recettes, c'est tout. Après c'est d'autres techniques, on en revient à la même chose. On peut utiliser les fruits surgelés aussi. Si à un moment donné on se lasse un peu des fruits de l'hiver, on peut faire fruits surgelés. Il y a tout ce qui est déshydraté. Donc tous les abricots secs, même les fraises séchées, c'est très bon aussi. Enfin, plein de choses à faire comme ça. Et puis ce que je disais au début là, c'est que pour avoir du chaud, on rajoute de l'eau chaude parce que c'est vrai que ça peut faire du bien aussi de manger chaud. Mais au contraire, non, manger cru.
Moi qui suis une très grande frileuse, par exemple, à la base, et pourtant, voilà, j'allais en Slovaquie très souvent, où c'est moins 20 degrés facilement, hein. Mais grande frileuse, à partir du moment où j'ai mangé 100% cru, j'étais beaucoup moins frileuse. C'était impressionnant. Donc l'énergie, en fait, le corps vient puiser son énergie ailleurs. C'est plus pareil, en fait. Et même en mangeant froid l'hiver, il y a des fois, on se réchauffe différemment. C'est impressionnant. D'autres Faut mécanismes tester. qu'on connaît pas encore peut-être bien et qui entrent en compte à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Passionnant. Écoute, je crois qu'on arrive à la fin de notre entrevue. On a parlé de plein de choses vraiment passionnantes. Est-ce que tu as quels sont tes projets toi pour la suite? Tu parlais d'un livre tout à l'heure sur le cru et l'aromatologie. L'aroma et les eaux florales. En fait, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as envie pour la suite et qu'est-ce que tu as... Oui, avec plaisir. Donc là, il y a plusieurs livres qui sont en cours d'écriture. Donc celui qui va mêler les eaux florales. Je vais aussi faire un deuxième cuisine crue. Donc ça va être un peu le niveau 2. Parce que celui-là, autant il était vraiment basique pour démocratiser cette cuisine, autant j'ai envie, voilà, pour ceux qui connaissent déjà le cru, d'avoir d'autres recettes, d'autres choses plus travaillées, et plus light aussi que ce qu'on peut connaître avec les noix de cajou, avec l'huile de coco, parce que voilà, il y a certains ingrédients qui sont assez chargés et assez lourds, qui reviennent facilement, donc là j'ai vraiment envie de me challenger là-dessus. Après, il y a aussi d'autres projets d'écriture en lien justement avec la loi d'attraction, avec des recettes aussi santé, de voir la santé en fait sous un aspect plus global peut-être que juste la cuisine. Donc ça, c'est un troisième projet d'écriture. Et puis en parallèle, continuer les services traiteurs, donc anniversaire, mariage, chef à domicile, ce genre de choses. Et puis les ateliers de cuisine, puisque là, je viens d'emménager dans un village, donc à 1 heure de Paris, avec un super jardin, un ruisseau au bout. Donc ça, c'est génial pour loi de l'Hormèse, toutes ces choses-là, ça va être super pour aller se baigner dedans. Et là, c'est vrai que j'ai envie de faire pas mal de stages, voilà, d'élargir aussi bien cuisine, mais comme je disais, la respiration, c'est très important aussi. Mettre les pieds dans l'eau froide, voilà, voir ce que ça fait aussi, des petites randonnées, des choses comme ça, toutes ces choses-là. Expérimenter de nouvelles approches. Carrément. Nouveaux moyens. Tu viendras voir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je pensais aussi, tu parlais beaucoup du jardin. Le fait j'imagine que quand on participe du début, tout début du processus, quand on part d'une graine et puis qu'on arrive à en tirer les fruits et les légumes et puis après soi-même construire sa recette et puis directement en plus en préservant les qualités nutritives de l'aliment. Est-ce que j'imagine que c'est passionnant. C'est quelque chose aussi que tu fais. Ouais, c'est très gratifiant en fait. Là, pendant le confinement, j'ai eu la chance en fait d'emménager juste avant le confinement. Et du coup, pendant cette période, j'ai pu aménager le jardin. Donc, on a fait un potager, il y a plein de choses comme ça. Et voilà, la menthe a été déjà là, donc on a pu en profiter tout de suite. Là, le cerisier qui est en fruit, de se dire de le voir grandir, d'en prendre soin tous les jours. Et en effet, là, ce soir, j'ai envie de manger des cerises. Ok, je vais dans le jardin en fait. C'est trop bien. Et en termes d'énergie, on sent que il y a beaucoup plus de vitamines parce qu'on vient de le cueillir que si on avait attendu longtemps ou s'il a fait des kilomètres. Parce qu'il y a ce rapport à la terre aussi, on n'en a pas trop parlé, mais on dit toujours que là où on est, en fait, pourquoi on dit consommer local? Alors il y a cet aspect économique bien sûr, mais il y a aussi cet aspect vraiment de santé et d'alignement de l'être. C'est-à-dire qu'on a des racines quand même, on est posé à certains endroits de la planète, et en fonction de là où on habite, là où on est né, on va avoir un mimétisme en fait avec la terre. Et donc mieux vaut consommer des aliments qui viennent autour de chez nous plutôt que des aliments qui viennent à l'autre bout de la planète parce qu'il n'y a pas le même climat, il n'y a pas le même environnement. Donc la fameuse question et à Paris comment on fait pour avoir été parisienne pendant très longtemps. Alors il y a le bois de Vincennes, il y a d'autres choses. Bien sûr, on va pas aller. Il y a la pollution, c'est un fait. Mais voilà, consommer le plus près possible d'où on est, c'est toujours mieux en fait pour la santé. Pour répondre à tous les enjeux santé, environnement, planète. Et même si on mange une mangue de temps en temps ou des bananes de temps en temps qui viennent d'un peu plus loin, c'est pas ça qui va, voilà, pas grave. C'est vrai qu'on porte souvent en termes d'écologie, on pointe souvent du doigt tout ce qui est fruits et qui viennent de loin, mais c'est vrai que finalement tout dépend quel rapport on a. Il y a aussi tout ce qui est produits animaux qui viennent aussi parfois de très loin ou autre, et c'est vrai que c'est une question aussi, est-ce qu'il faut se culpabiliser pour des choses qui nourrissent vraiment le corps
comprendre de temps en temps, ou est-ce que voilà, c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Je pense que déjà avec tout ce qu'on a en fait chez nous, il y a déjà énormément à faire. Et tu vois, les mangues par exemple, je les achète toujours via une association qui s'appelle Ecopay, parce que je sais que voilà, il y a un travail éthique derrière. Je sais qu'elles sont cueillies et livrées rapidement. Il y a toute une démarche vraiment écologique derrière aussi. Oui, c'est des mangues, oui, ça vient de loin. Bah, c'est pas grave en fait, parce que je vais en consommer une fois dans l'année ou peut-être 2 fois dans l'année. Bon, bah voilà, le reste du temps, je pense que mon impact sur la planète, il est quand même assez cool. Donc, on peut se permettre des écarts en fait, parce que je veux dire, on est quand même sur Terre. Faut pas devenir extrémiste. On va pas vivre dans ce côté mauvais en fait. Enfin, on va se faire du mal. C'est pas ce qu'on recherche. Hein. Et ouais, c'est passionnant. Ah mais on pourrait rester des heures là. Ouais. Et puis on n'a pas parlé de ça me revient on a parlé un petit peu de la dimension éthique que tu donnes à l'alimentation. Ouais. Par aussi le choix justement de tes producteurs, de tes fournisseurs de certains produits. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ça aussi, du choix que tu fais assez cadré, disons, du choix de tes aliments, d'où ils viennent, d'avoir cette traçabilité-là. Ouais. Bah, déjà, moi, je sais que je vais consommer bio quasiment tout le temps. C'est vraiment une priorité. Après, voilà, il y a le débat, hein, le bio et bio. Hein, il y a le bio de supermarché, le bio du producteur d'à côté. On va faire au mieux, en fait. À chaque fois, on fera au mieux de ce qu'on peut. Mais c'est vrai que le bio, c'est quand même une garantie, surtout quand on connaît le producteur de ce qu'il fait. Et puis au goût, on le sent tout de suite, de toute façon, si c'est vraiment bio ou pas. À un moment donné, une tomate qu'on nous présente en décembre et qui est bio, on peut se poser des questions. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Et puis bah, quand je voyage beaucoup aussi, enfin j'aime bien voyager, le plus éthiquement possible. Hein. Donc j'évite l'avion, ce genre de choses. Mais quand je vais voyager, je vais essayer d'aller voir les gens qu'il y a autour, d'aller sur les marchés. Dans les marchés, généralement, c'est quand même un peu mieux. Ça dépend de où on se situe, bien sûr, mais voilà, c'est toujours faire au mieux de ce qu'on peut faire. Quand j'étais à Vannes, par exemple, et quand j'ai des services traiteurs en Bretagne, je sais que je vais toujours voir mon maraîcher qui la ferme des terres, parce que je sais que lui, voilà, ce qu'il va faire, ça va toujours être parfait. Et que, il le dit, c'est la qualité qu'il privilégie. Si c'est pas de qualité, il va pas le présenter. Donc, je suis tranquille. Et puis toute la conscience de savoir d'où vient l'aliment ah bah oui. en cuisine. Donc, j'imagine. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de cette entrevue. Je vais te poser la question rituelle du podcast. Oui. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Je dirais aimez-vous et soyez dans la joie. La joie, c'est ce qu'il y a de plus important sur Terre. Et même ailleurs, d'ailleurs. Bien, merci pour cette magnifique conclusion. Si vous voulez soutenir le podcast Evolution Talk et mon projet de plantation de forêts comestibles et d'arbres fruitiers, vous trouverez le lien de Tipeee pour faire un don, par exemple, dans la description ou sur mon site web www.benjamin.lotin.fr. Et à bientôt pour un prochain podcast. Merci Irena. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.